Bonjour, bonjour première année, bonjour Sabaya Shabeb. Moi je suis le docteur Ziad Fajloun. Anna Al-Baddi, je vais vous donner le cours de cytologie. Cytologie qui fait partie en fait de la matière B1100. La matière B1100, elle est composée de la cytologie, de l'histologie animale, qui est en fait docteur responsable, c'est le docteur Katia Haddad, et histologie végétale, Dr Romeo Bersewi. Et il y a la cytologie que moi-même, je vais vous donner le cours. La cytologie ou ce qu'on appelle la biologie cellulaire. Donc, c'est tout ce qui est la science de la cellule qu'on va le voir ensemble pendant tout ce semestre. OK? La cytologie ou la biologie cellulaire, ce cours, il est formé de deux parties. La première partie, elle va introduire le monde du vivant. Donc, je vais parler quelque part de tous les êtres vivants qui sont à la base composés des cellules vivantes. Je vais passer ensuite, évidemment, je vais ensuite parler de la cellule vivante, que ce soit la cellule vivante animale ou que ce soit la cellule vivante végétale. Je vais parler de la composition chimique de la cellule vivante, puisque la cellule, à la base, elle est formée des éléments, elle est formée des molécules, elle est formée des substances. Donc, toute la composition chimique qui forme la cellule, puisque la cellule est une entité vivante, mais à la base, elle est formée des molécules, et les molécules sont formées à la base des atomes, et ainsi de suite. Donc, on va voir ensemble toutes les matières, ou tous les éléments chimiques qui composent les molécules cellulaires et qui ensuite vont former globalement la cellule vivante. On va passer ensuite à l'étude de la cellule prokaryote et la cellule eucaryote, puisqu'il y a deux genres de cellules vivantes. Il y a les cellules prokaryotes qu'on va voir ultérieurement, qui sont des cellules qui sont primitives, comme la cellule bactérienne, par exemple, qui va être notre modèle cellulaire pour ces types de cellules prokaryotes. Il y a les cellules eucaryotes, qui est la cellule eucaryote animale ou la cellule eucaryote végétale. Nous, par exemple, les êtres humains, on est formés à partir des cellules eucaryotes animales, ce qu'on appelle les cellules eucaryotes animales, quelque part. Nous, donc, il n'y a pas au niveau de notre organisme humain des cellules prokaryotes. Okay? Les cellules prokaryotes, c'est essentiellement les cellules bactériennes et quelques micro-organismes qu'on va les voir. Donc, c'est des cellules très primitives. On va voir plus tard qu'ils ne possèdent pas une enveloppe nucléaire et qui ne possèdent pas des organites comme ceux qu'on trouve en fait dans la cellule eucaryote. Puisqu'on va parler des bactéries, on va ensuite donc voir les virus et les prions. Donc les virus, pour voir la différence qui existe entre le virus et la bactérie, et aussi les prions qui sont des agents pathogènes responsables de la maladie de la vache folle, le ba'ar al-majnoun. Donc, tous les 5 premiers chapitres composent, comme je disais, donc la première partie, c'est une introduction au monde du vivant. Ensuite, dans la deuxième partie, on va particulièrement donc étudier la cellule eucaryote et surtout la cellule eucaryote animale. On va voir également la cellule eucaryote végétale, mais globalement, donc cette partie, elle va parler de la cellule eucaryote animale et on va évidemment faire la comparaison avec la cellule eucaryote végétale. Pour commencer avec l'étude de la cellule eucaryote animale, on va commencer de la périphérie, on va entrer à l'intérieur de la cellule. On va commencer par le chapitre 6 de parler de la périphérie cellulaire, donc la cellule du côté périphérique, donc c'est la membrane, on va voir la membrane cytoplasmique. On va voir la paroi cellulaire dans le cas des cellules eucaryotes végétales. Cellule eucaryote, donc je vais parler de la cellule eucaryote animale et comme je disais, toujours, il ne faut pas oublier que quand je parle de la cellule eucaryote, c'est également ce qui se passe au niveau de la cellule eucaryote végétale avec quelques différences, comme par exemple la paroi cellulaire ou la paroi
végétale, donc la paroi cellulaire végétale, c'est une structure, c'est un élément qui se trouve dans la cellule eucaryote végétale, mais qui ne se trouve pas dans la cellule eucaryote animale. Ensuite, en terminant avec la périphérie cellulaire, on va ensuite regarder, passer à l'intérieur de la cellule pour étudier l'intérieur de la cellule. Donc, on va étudier le cytosol. Le cytosol, c'est Ibara, si vous voulez, donc c'est le cytoplasme sans le noyau, tout l'intérieur cellulaire. Si on enlève le noyau et on le met à côté, donc l'intérieur de la cellule, ça s'appelle le cytosol. Dans le cytosol, on va voir le cytosquelette, le squelette de la cellule. Ça s'appelle le cytosquelette. Il y a des éléments dans la cellule qui maintiennent la structure de la cellule, la forme de la cellule, la taille de la cellule, et ces éléments, ça s'appelle squelette de la cellule, هيكلية السلول اللي هن يعني بيدخلوا بتركيبتها الهيكلية. On va voir les ribosomes. Ce sont des structures qui sont responsables de la synthèse des protéines. On va voir donc protéasomes, on ne va pas les voir pour cette année, et quelques petites principales fonctions de cytosol, puisqu'il y a en fait, on va voir que par exemple la synthèse de la protéine, les modifications, ça se passe donc la signalisation cellulaire, ça se passe dans le cytosol. On va brièvement voir quelques fonctions du cytosol. Ensuite, le chapitre 8, il va parler du noyau. On va voir le noyau, on va voir l'enveloppe nucléaire, on va voir ce qui se passe à l'intérieur du noyau, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du noyau, donc c'est surtout les matériels génétiques de la cellule, donc c'est l'ADN. Et chapitre 9, c'est le système endomembranaire. Donc ici, on sort du noyau, on va dans le cytoplasme et on va voir qu'est-ce qu'il y a à côté du noyau comme organite, parce que tous les éléments qui se trouvent dans l'intérieur de la cellule, ça s'appelle organite. Même le noyau, il s'appelle organite, c'est le principal organite de la cellule. Mais à part du noyau, il y a autres organites dans le cytoplasme de la cellule, tels que les mitochondries, tels que les lysosomes, tels que le réticulum endoplasmique, tels que l'appareil de Golgi. Donc, tous ces organites, il faut les étudier également. Il y a quelques organites qui possèdent des membranes, il y a une endomembrane, نسميها cytomembrane, puisque c'est une membrane à l'intérieur de la cellule. La membrane d'un organisme, ça s'appelle cytomembrane. Donc, tous ces organites, on va les voir ensemble, on va les étudier ensemble. Quelques organismes sont en association l'un avec l'autre, donc ils fonctionnent ce qui font en fait le système endomembranaire qui est composé de réticulum endoplasmique, de l'appareil de Golgi et des lysosomes. En fait, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les lysosomes forment ce qu'on appelle le système endomembranaire. Il y a autre chose aussi qui appartient au système endomembranaire, on va les voir plus tard. Et chapitre 10, ensuite, on va passer au péroxysome. Péroxysome, ce sont des organites qui se trouvent dans la cellule, qui interviennent dans la détoxification de la cellule. Et on va les voir ensemble dans un chapitre à part. Ensuite, il y a le chapitre 11 qui va parler des mitochondries. Les mitochondries qui sont des organites très importants dans la cellule et qui sont responsables de la production de l'ATP, comme vous le savez. Ensuite, on va parler de la vacuole et les chloroplastes. Donc, quand je dis vacuole et chloroplastes, donc je suis à ce niveau-là, au niveau de la cellule eucaryote végétale surtout, parce que la vacuole, c'est surtout un organite très important de la cellule végétale, et les chloroplastes également. Ce sont des organites comme les mitochondries dans les cellules eucaryotes animales. Les chloroplastes sont des organites dans la cellule eucaryote végétale qui sont responsables de la production d'ATP. OK? À la fin, donc, je termine avec le dernier chapitre qui parle du cycle cellulaire, la vie de la cellule, les différentes phases de la cellule,
comment la cellule se divise, la mitose, l'interphase et les différentes étapes pendant lesquelles la cellule passe à travers toute sa vie cellulaire. Puisque la cellule, elle a une vie déterminée. Après division, après sa naissance, elle passe une certaine vie et après, elle finit par la mort cellulaire, à ce qu'on appelle l'apoptose. OK? Donc, je vais commencer avec le chapitre 1. Comme je disais, le chapitre 1 qui va introduire la cellule en général et qui va introduire les êtres vivants en général et donner une vision générale du monde vivant, tout ce qui est vivant, la cellule et tout ça. Donc, la cellule, al-khaliya, بالعربي, est l'unité fondamentale de la vie. يعني طالما أنا j'ai une vie, donc j'ai à la base une cellule. OK? Tant que j'ai une vie, j'ai un être qui est vivant, j'ai يعني en arabe إذا كان عندي حياة à la base عندي cellule. عندي هي l'unité fondamentale de cette vie. OK? Et donc, elle est à la base de tout organisme vivant. وتقول عندي حياة يعني عندي être vivant. Et donc, un être vivant, c'est un ensemble des organes. Et les organes sont un ensemble des tissus. Et les tissus sont un ensemble des cellules. Donc, un être vivant, à la base, il est formé à partir des cellules vivantes. La cellule se caractérise, donc elle a une caractéristique, elle a certaines caractéristiques, comme la complexité, par exemple. Elle est complexe. On va voir plus tard comme quoi elle est complexe. Elle synthétise ses constituants, elle est capable de synthétiser ses propres constituants. La cellule, elle est capable de synthétiser des fragments de sa membrane, par exemple. Elle est capable de synthétiser ses protéines. Elle est capable de synthétiser ses ARN, donc les ADN. Donc, c'est un élément moteur qui produit ses constituants. Elle se caractérise par la croissance, elle se développe, elle produit et elle dépense de l'énergie, elle est réactivée à des stimulus. Si on stimule une cellule, elle répond. Donc, elle peut répondre à des stimulus, comme la cellule neuronale, par exemple, ou la cellule musculaire. Elle est capable de se bouger. Elle a un certain mouvement. Elle est capable de faire une adaptation. Elle peut s'adapter. Elle a une vie autonome. Elle peut vivre toute seule. On va voir plus tard qu'il y a des organismes qui sont formés d'une seule cellule et donc elle peut vivre toute seule. Et elle se reproduit et donc elle fait la division et elle donne des cellules. Les cellules mères, elles donnent des cellules filles. Les êtres vivants, concernant les êtres vivants, sont soit des prokaryotes, soit des eucaryotes. On va voir plus tard c'est quoi en fait un organisme vivant prokaryote et un organisme vivant eucaryote. En général, si vous voulez faire une différence rapide entre une cellule eucaryote et une cellule prokaryote, pensez directement à ce que la cellule prokaryote, elle n'a pas une enveloppe nucléaire. OK, je répète. Donc, la cellule prokaryote, pensez directement que c'est une cellule qu'elle ne possède pas une enveloppe nucléaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de l'ADN. OK? Elle a un ADN. Mais l'ADN, il n'est pas entouré par une enveloppe nucléaire pour former un noyau. La cellule prokaryote, elle n'a pas un noyau bien défini. OK? Donc, il y a d'autres différences, beaucoup d'autres différences, on va les voir plus tard. Mais pour l'instant, si vous voulez faire une grande différence entre cellules prokaryotes et cellules eucaryotes, directement, pensez à ce que la cellule prokaryote, comme je disais, elle ne possède pas un noyau bien défini.
Mais cela cela ne veut pas dire que la cellule prokaryote, elle ne possède pas de l'ADN. Elle a de l'ADN, mais l'ADN, il est dans le cytoplasme de la cellule. Il n'est pas entouré par une enveloppe nucléaire pour former le noyau. OK? Alors, il y a les cellules prokaryotes, mais il faut savoir que toutes les cellules prokaryotes sont unicellulaires. Yani, tous les prokaryotes, tous les organismes prokaryotes sont unicellulaires. Qu'est-ce que vous allez comprendre ici? Vous allez comprendre que lorsqu'on trouve devant nous une cellule prokaryote, on pense directement à ce que cette cellule prokaryote, à elle toute seule, elle forme un organisme ou un micro-organisme. C'est comme quoi? C'est comme les bactéries. Les bactéries sont des cellules prokaryotes. Ils forment, une bactérie, elle est formée d'une seule cellule. OK? Après, les eucaryotes, en revanche, ce n'est pas le cas en fait des cellules eucaryotes, parce que les cellules eucaryotes peuvent former un organisme unicellulaire ou peuvent former un organisme pluricellulaire. OK? Alors, si on a une cellule eucaryote devant nous, elle peut former un organisme unicellulaire, mais c'est quelques organismes, c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup d'organismes qui sont formés d'une cellule eucaryote, mais les levures, par exemple. Levure, c'est une cellule qui est eucaryote, mais elle est, elle toute seule, elle forme l'organisme. OK? Tous les organismes pluricellulaires, tous les organismes qui sont composés de plusieurs cellules, leurs cellules sont eucaryotes. Comme nous, les êtres humains, comme tous les mammifères, comme les végétaux supérieurs. Donc, ce sont des organismes qui sont pluricellulaires et à la base, évidemment, certainement, obligatoirement, leurs cellules sont des cellules eucaryotes. OK? Alors, les êtres vivants peuvent être aérobiques, qui ont besoin de l'oxygène pour vivre, ou être anaérobiques, n'ont pas besoin de l'oxygène pour vivre. Ça, c'est une originalité que vous ne la connaissez pas auparavant. مش كل شيء être vivant بده oxygène ليعيش. Il y a des êtres vivants qui peuvent être aérobiques et êtres vivants qui ne peuvent pas être aérobiques, qui sont anaérobiques, ils n'ont pas besoin de l'oxygène pour vivre. Les êtres vivants peuvent être autotrophes. Autotrophes, se développent à partir des éléments minéraux, soit par photosynthèse, soit par réaction chimique. Ils ont besoin des éléments minéraux, des sels minéraux. Nous sommes autotrophes. Ou hétérotrophes, se développent à partir des éléments organiques tels que le glucides, lipides et protéines. Ils ont besoin des matières organiques pour vivre. Lorsque un organisme vivant il a besoin des matières organiques pour vivre, ça s'appelle un organisme hétérotrophe. Nous, les êtres humains, nous sommes des organismes hétérotrophes. OK? Parce qu'on a besoin de glucides, du sucre, de lipides, de niyettes, ou on a besoin de protéinettes, OK, pour pouvoir vivre et pour pouvoir se développer. OK? Alors, tout ce qui est glucides, lipides et protéines, c'est ce qu'on appelle les éléments organiques. Tous les organismes, une caractéristique aussi, que tous les organismes eucaryotes sont aérobiques. Quel organisme à la base, il est formé des cellules eucaryotes, il a besoin de l'oxygène pour vivre. حتى levure, les organismes eucaryotes unicellulaires, elle est aérobique, elle a besoin de l'oxygène pour vivre. Mais ce n'est pas le cas des bactéries. Les bactéries qui sont des organismes prokaryotes, il y a des bactéries qui n'ont pas besoin de l'oxygène pour vivre. OK? Alors, les organismes prokaryotes, voilà. Les organismes prokaryotes sont soit aérobies, soit anaérobies, soit aérobies, anaérobies facultatives. Il y a des bactéries qui sont aérobiques, il y a des bactéries qui sont anaérobiques, elles n'ont pas besoin de l'oxygène pour vivre, mais il y a des bactéries qui peuvent choisir entre les deux. Elle peut être aérobique, et elle peut être anaérobique. OK? Alors, la cellule vivante, voilà, donc ça, c'est très schématique.
Ça, c'est un schéma qui est, en fait, vraiment, c'est une figure qui est très schématique, schématisée, pour globalement vous montrer de quoi la cellule elle est formée, ou comment elle est composée. Il y a la membrane de l'extérieur, il y a le noyau à l'intérieur et il y a le cytoplasme. Le cytoplasme qui contient de l'eau, des molécules, les glucides, des lipides, acides aminés. Il y a les oses, les sucariètes, les polysaccharides, il y a l'acide gras, phospholipides, enzymes, ribosomes, ARN messager, ARN transfert et surtout de l'ADN. Donc tout ça, c'est des compositions des éléments qui se trouvent au niveau de la cellule. Alors, on surtout de l'ADN, mais l'ADN, on ne le trouve pas dans le cytoplasme. L'ADN, on le trouve surtout. L'ADN, ici, ADN, l'ADN, on ne le trouve pas ici dans le cytoplasme, on le trouve dans le noyau. Donc ça, c'est très schématique, comme je disais. Donc le noyau avec le matériel génétique ADN qui se trouve à son intérieur, le cytoplasme avec la membrane, et dans le cytoplasme, il y a des lipides, des glucides, des protéines. Mais ici, il n'a pas marqué qu'il y a des organites aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des grandes organites par rapport à la cellule. Il y a des organites, il y a des mitochondries, il y a l'appareil de Golgi, il y a le réticulum endoplasmique. On va voir plus tard. OK? La théorie cellulaire, c'est quoi la théorie cellulaire? Tout être vivant est soit une cellule isolée, donc c'est dans le cas des êtres unicellulaires, soit une association de plusieurs cellules dans le cas des êtres pluricellulaires. La cellule est l'unité de structure fondamentale de la vie, donc j'avais déjà mentionné ça. Toute cellule vivante naît par division d'une cellule préexistante. Ça, c'est aussi important que toutes les cellules se naissent après division cellulaire. Donc la cellule mère, toutes les cellules deviennent des cellules mères et se divisent pour donner des cellules filles, à l'exception de quelques-unes. Il faut oublier qu'il y a certaines cellules qui ne se divisent pas, telles que les cellules neuronales, par exemple. Les cellules neuronales, ce sont des cellules qu'à l'âge adulte, ils ne se divisent plus. OK? Mais on va voir tout ça plus tard. Ici, c'est un schéma ou une comparaison schématique entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Comme je vous ai dit tout à l'heure que la cellule prokaryote est une cellule primitive, elle est pauvre. Elle est pauvre. La cellule eucaryote, elle est une cellule plus complexe que la cellule prokaryote. Comme vous voyez, donc il y a le noyau, il y a l'enveloppe nucléaire, il y a la membrane nucléaire. Donc lui, il a appelé ici la membrane, mais puisque le noyau, il est entouré par deux membranes, je peux appeler l'enveloppe nucléaire. Moi, je parlais de l'enveloppe nucléaire parce que c'est une double membrane. Il y a le réticulum endoplasmique, il y a les mitochondries, il y a des vésicules sécrétoires, il y a les lysozymes, on va voir plus tard ce que c'est les lysozymes, l'appareil de Golgi, et donc il y a une certaine complexité plus importante que celle qu'on observe au niveau de la cellule prokaryote. La cellule prokaryote, donc il y a l'ADN, comme je disais, il y a de l'ADN, mais il n'y a pas l'enveloppe nucléaire qui entoure l'ADN, il n'y a pas le noyau qui isole l'ADN. Donc l'ADN, il baigne dans le cytoplasme de la cellule. Il y a le cytoplasme, il y a l'ADN, il y a la membrane, et en dehors de la membrane, il y a la paroi. Donc la cellule prokaryote, elle est toujours une cellule qui est entourée par une paroi cellulaire. C'est une cellule qui est entourée par une paroi cellulaire. Et il y a en fait certaines parois aussi qui sont entouré par une autre membrane de l'extérieur. Donc, il y a une membrane interne et il y a une membrane externe. Donc, vous voyez, dans le cytoplasme de la cellule prokaryote, on n'observe pas les organites comme tels qu'on observe au niveau de la cellule eucaryote. Le cytoplasme, il est tout simple, il est pauvre, il y a de l'ADN, c'est l'élément le plus important, mais à part ça, il y a d'autres éléments qui sont dissous, mais on va voir qu'il n'y a pas des organites comme tels qu'on observe au niveau de la cellule eucaryote. Mais il y a quelque chose quand même qui sont communs entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote, comme par exemple quoi? Qu'est-ce qui est commun entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote? L'ADN. L'ADN se trouve dans la cellule prokaryote, se trouve également dans la cellule eucaryote. La membrane.
La membrane plasmique se trouve dans la cellule prokaryote et se trouve dans la cellule eucaryote. Il y a également le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est aussi le cytoplasme se trouve dans les deux types, dans les deux cellules. Il y a aussi les ribosomes. On va voir plus tard aussi que les cellules prokaryotes sont capables de synthétiser leurs protéines et donc ils contiennent des ribosomes et les ribosomes aussi qui se trouvent au niveau de la cellule eucaryote qui elle-même aussi est capable de synthétiser ces protéines. Donc voilà, donc j'ai cité maintenant 4 éléments qui sont communs entre la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. Donc là, en microscope électronique, c'est des vraies photos qui en fait vous montrent en fait comment elle est formée la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Donc, voilà, maintenant, après avoir introduit la cellule globalement, les êtres vivants globalement, on va ensemble voir la composition chimique des cellules vivantes. Quels sont les éléments chimiques qui composent la cellule? Parce que finalement, je disais que la cellule, c'est une structure. Et cette structure cellulaire, cette cellule, elle est composée des molécules. Et ces molécules sont composées à la base des atomes. Donc, et ces atomes sont des atomes chimiques. Donc, à la base, il y a des éléments chimiques qui composent ces molécules et ces molécules qui composent la cellule. Donc, on va aller plus loin, plus pointueux pour voir quels sont exactement, en fait, les éléments, les atomes, quelque part, qui composent la cellule vivante. Deux groupes des éléments chimiques composent la cellule vivante. Il y a les éléments majeurs ou macroéléments, 99% de ces éléments qui correspondent, les macroéléments correspondent à 99% de tous les éléments cellulaires. اللي هن عبارة 96 منهم هن كربون، هيدروجين، أكسجين، أزوت. Donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, ce sont les atomes chimiques, ce sont les éléments qui sont les plus abondants dans la cellule, qui composent la plupart des éléments cellulaires. Ce sont les atomes, ce sont les atomes qui forment la plupart des éléments cellulaires, la plupart des molécules cellulaires. Ces atomes, on les trouve presque partout de la cellule. OK? Donc, c'est les carbones, hydrogène, oxygène, azote. Il y a également, parmi les macroéléments, il y a 4% qui sont phosphates, le calcium, le soufre, le chlore, le sodium, le potassium et le magnésium. Donc, ces atomes, ces éléments chimiques sont aussi importants. 4% des macroéléments, 99% de tous les éléments cellulaires, حد الكربون وحد الهيدروجين وحد الأكسجين وحد الأزوت très important aussi mais le carbone, hydrogène, oxygène, azote, ça reste les éléments les plus abondants dans la cellule. Mais à côté de ces 4 éléments, il y a le phosphate, le calcium, le soufre, le chlore, le sodium, le potassium et le magnésium. Donc, l'ensemble de tous ces atomes chimiques ou éléments chimiques forment les éléments majeurs ou les macro-éléments de la cellule. À côté des macro-éléments de la cellule, il y a les oligo-éléments de la cellule qui sont très faibles, quantité à peu près 1%. Là, non. Ce qui reste, après le macro-élément, il reste 1% seulement pour les oligo-éléments. اللي هن عبارة عن شو تقريبا؟ هن مثل الباريوم، مثل الفير، مثل الكويفر، مثل الزنك. عندهم rôle, surtout un rôle catalytique pour des réactions enzymatiques et voilà, telles que les réactions enzymatiques. هلا بتقولوا لي 1%, OK, 1%, صح هن en très faible quantité, mais quand même, ces oligo-éléments sont très importants pour la vie cellulaire. ما معناتها انه هن لانهم 1% يعني السلول فيها تعيش بلايون؟ Non. هن صح هن en quantité sont très faibles par rapport par rapport au carbone, hydrogène, oxygène, azote, mais en aucun cas, ces éléments sont
sont d'une moindre importance. Non, ils sont également très importants pour la vie cellulaire. OK? يعني le fer, il est très important pour la cellule. Le cuivre, l'organisme, le zinc, كمان, ils sont très importants pour des réactions catalytiques, réactions enzymatiques. On a une enzyme n'a pas fait exactement son rôle fonctionnel, il y aura une déformation dans la fonction de la dysfonction dans la fonction ou le rôle cellulaire, où il y aurait un grand problème au niveau de l'organisme. Donc, on a donc les éléments macroéléments et les oligo-éléments. Ainsi, deux groupes de molécules biologiques constituent la cellule vivante qui sont formés des éléments chimiques précédents. لكن أنا à partir de tous ces éléments كان macro-éléments ولا كان oligo-éléments عندي des molécules qui forment à partir de ces atomes. Tout ça, ce sont des atomes. Donc, à partir de ces atomes, j'ai des molécules biologiques. برجع بعيد لكن أنا هون j'ai décrit globalement quels sont les atomes chimiques qui forment la plupart des éléments cellulaires. Parce que comment on va voir que ces atomes vont former des molécules et les molécules qui vont constituer la cellule. Comment les molécules sont formées à partir de ces atomes? Il y a deux types ou deux groupes de molécules biologiques. Des molécules biologiques qui se trouvent au niveau de la cellule vivante et qui sont formées des éléments chimiques précédents. Un hall élément chimique constitue وهلا حنشوف انه هلا الموليكول هول بيولوجيك اللي هن حندرسهم حياخذوا une grande partie du chapitre suivant اللي هن بدي ادرس انا les molécules inorganiques et les molécules organiques. Donc à partir de ces éléments chimiques, j'ai deux types, je répète, à partir de ces éléments chimiques, j'ai deux types de molécules biologiques qui vont former globalement la cellule vivante et qui sont les molécules organiques et les molécules inorganiques. وهالهول هلا بدي فوت هلا ما بعرف اذا اليوم ولا مرت الجاي بلش ادرس quelles sont les molécules organiques et quelles sont les molécules inorganiques. وسي un grand chapitre à venir. يعني هون بده ناخذ وقت كثير مهم هلا لندرس les différentes molécules organiques et les différentes molécules inorganiques qui se trouvent dans la cellule vivante. OK? Donc les molécules inorganiques, يعني هن المينيرو هن الأملاح eau et sels minéraux et aussi gaz respiratoire O2 et CO2. هلا الموليكول inorganiques هن منن كتار هن بس بدي احكي عن المي c'est une molécule qui est inorganique بس هي indispensable à la vie cellulaire. بدي احكي عن السل مينيرو الأملاح اللي هن ce sont des molécules inorganiques. Ce sont des molécules biologiques. ما أنسى أنه هن des molécules biologiques. Ce sont également des molécules biologiques, mais qui sont inorganiques et qui sont indispensables de la vie, pour la vie cellulaire. وأقول indispensables يعني السلول ما فيها تعيش بلاهم. Et aussi les gaz respiratoires, le O2 ou le CO2. أكيد نحن قلنا tous les organismes eucaryotes sont des organismes aérobiques. Donc, aérobiques, ils ont besoin de l'oxygène, il y aura l'oxydation et tout ça. Donc, l'oxygène et le gaz respiratoire CO2 sont également indispensables pour la vie cellulaire. Donc, ce sont les molécules inorganiques. Alors, les molécules organiques, nous appelons les composés du carbone. Alors, les molécules organiques, ce sont des composés du carbone. Quand je parle d'une molécule organique, il y a toujours le carbone qui se trouve dans la molécule organique. Pour les molécules inorganiques, il n'est pas indispensable la présence du carbone. Pour les molécules inorganiques, مضروري يكون أنا قلت إنه كان molécule inorganique ولا كان molécule organique à la base هن formées à partir de ces atomes. كل هول الأتوم. Mais celles qui sont inorganiques ممكن يكونوا formées à partir de ces atomes, mais مضروري يكون فيهم الكربون. بينما les molécules organiques إجباري يكون فيهم الكربون. مش بس الكربون, beaucoup d'autres choses que le carbone, mais le carbone et sa présence est obligatoire dans la molécule organique. Le carbone, l'atome carbone, sa présence est obligatoire pour les molécules organiques. هلا بتقولوا لي شو هن الموليكول organiques? Les molécules organiques sont les glucides, sont les lipides et sont les protéines.
برجع بعيد les molécules organiques هن السكريات هن الدهنيات وهن البروتينات. وهلا بدي فوت ببارتي كور اللي بدي ادرس شو هن لكن الانورجانيك وشو هن الاورجانيك. Les composés inorganiques. Pour commencer avec les inorganiques اللي هن اصغر اذا بدكم الديسكريبسيون تبعتهم اصغر من الكومبوزي اورجانيك. Les composés inorganiques, comme je disais, c'est du l'eau tout d'abord et les sels minéraux. Alors pour commencer à étudier l'eau شو هو l'eau? L'eau المي هو à l'état liquide. L'eau est indispensable à l'existence des êtres vivants أكيد. Il est constitué ou elle est constituée la molécule d'eau, elle est constituée et le constituant pardon le plus abondant de la matière vivante هو إذا بدي شيل السلول أنا وأدرسها بلاقي إنه أكثر شيء فيها مي. يعني en fait 60% أو 70% من وزنها للسلول إذا بدكم هو مي. يعني هو l'eau est le constituant le plus abondant de la matière vivante. Il représente de 60 à 90% de la masse de la plupart des cellules et des tissus. Vous voyez, donc il y a en fait lors de la formation des tissus, vous allez voir aussi avec le docteur Katia que le tissu est un ensemble de cellules avec un milieu extracellulaire. Donc dans le milieu extracellulaire, il y a beaucoup d'eau aussi. Et il y a de l'eau également à l'intérieur de la cellule dans le milieu intracellulaire. Donc l'eau, on le trouve partout. Et l'eau, il est indispensable pour la vie. L'eau est une molécule qui est électriquement neutre. Yani normalement, là, on a pH acide ou là, on a pH basique. Elle est neutre, elle est polaire, c'est un dipôle. Les charges positives et négatives étant séparées dans l'espace, yani, on a une molécule d'eau, il y a H2O. Mais si on veut la dissocier en deux atomes, il y a H+ et OH-. Donc, puisqu'il y a les deux charges, donc c'est un dipôle, H+ et OH-. Un décharge positif ou un décharge négatif. Dans les organismes vivants, elles se trouvent soit à l'état libre. هلا ممكن بالorganisme vivant ممكن تكون à l'état libre يعني هي l'eau واحدة. Elle se trouve واحدة à l'état libre. 95% de l'eau cellulaire totale يعني 95% de l'eau sont libres. Soit à l'état lié, 5% de l'eau cellulaire totale. Il y a parfois des molécules d'eau, mais qui ne se trouvent pas libres dans la cellule. L'eau, il ne se trouve pas libre. Et il y a parfois la molécule d'eau qui est H2O. On la trouve associée, par exemple, à une protéine. OK? On la trouve accrochée dans une protéine, elle ne peut pas s'échapper de la protéine. Donc ça, c'est une molécule d'eau qu'on dit que c'est une molécule d'eau à l'état lié. À l'état lié, donc elle est accrochée à la protéine, elle l'accroche comme ça, presque la molécule d'eau. Et dans ce cas-là, on peut dire que la molécule d'eau, elle est associée ou elle est liée, c'est sa forme liée. OK? Rôle de l'eau, c'est quoi le rôle, les fonctions de l'eau ou le rôle de l'eau? Il constitue un milieu favorable à la mobilité des molécules et aux réactions chimiques. On sait que les molécules, elles peuvent se bouger, ils peuvent se déplacer, donc ils se déplacent dans l'eau. Il y a certaines réactions chimiques, il y a certaines réactions enzymatiques qui se passent aussi entre les enzymes et d'autres substances, et dans tout cas, donc, ça se passe dans l'eau. Est un solvant capable de dissoudre des substances appelées solutés. Parfois, il y a des substances qui se solubilisent dans l'eau. Donc, c'est un solvant. Dans ce cas-là, l'eau devient un solvant, puisqu'il y a des solutés, comme je disais, de solutés qui sont divisés ou qui sont solubilisés dans l'eau. C'est un stabilisateur des macromolécules. Parfois, on a une grande protéine ou on a une grande enzyme qui prend sa structure globale finale et elle sera stabilisée dans l'eau. Donc, on peut dire qu'elle est stabilisée. Yani, sa structure globale de l'enzyme, sa forme globale de l'enzyme, elle sera stabilisée après sa formation et cette stabilisation se passe dans l'eau. Est un fournisseur de liaisons hydrogène. On va voir que l'eau, il est capable, puisqu'il y a des H2, donc il y a deux atomes d'hydrogène, il peut faire des liaisons hydrogène avec d'autres molécules. Est un milieu de suspension pour les macromolécules et est un sert de lubrifiant dans certaines régions de l'organisme. Il peut lubrifier يعني شو بنقول بالعربي
lubrifier يعني يرطب certains organismes ou certaines régions de l'organisme. L'eau intervient aussi dans certaines réactions biologiques comme l'hydrolyse, la polymérisation. On va voir que l'hydrolyse, c'est la dégradation des molécules, des grandes molécules en petites molécules. Donc ça, l'eau peut intervenir dans ces réactions d'hydrolyse. Ou la polymérisation, on va voir plus tard que la polymérisation est la formation d'un polymère à partir d'un monomère. هلا بعدين بتشوفوا نفهم شو يعني مونومير وشو يعني polymère. Monomère يعني une petite molécule de base et polymère c'est un ensemble de cette molécule qui s'associe ensemble pour former un polymère. On va voir plus tard c'est quoi en fait une polymérisation. Dans certains processus complexes comme la photosynthèse, donc l'eau intervient aussi dans la photosynthèse, dans l'élimination de certaines substances dans la cellule, il intervient dans l'élimination de certaines substances de la cellule. Et dans la régulation thermique par absorption de la chaleur, il est capable aussi, lors de son absorption de la chaleur, de baisser la température de l'organisme, ou il intervient dans la régulation de la température de l'organisme. Donc voilà, tout ce qu'on a à apprendre pour l'eau, c'est ces deux diapositives. Donc c'est tout ce qu'on a à retenir concernant l'eau. La deuxième partie des éléments, je suis toujours dans les éléments inorganiques, pardon. Donc, je suis toujours dans les molécules inorganiques. Les molécules inorganiques ou molécules biologiques inorganiques. On a vu l'eau et maintenant, on passe à voir les sels minéraux. Les sels minéraux, les sels minéraux, un sel minéral, est un composé ionique. Il est ionique, qui résulte de l'association d'un anion autre que OH-, il faut qu'il y aura un anion, il faut qu'il y ait un anion, mais autre que le OH-, et d'un cation autre que le H+, par une liaison ionique. OK? يعني بدنا نبعد عن ال H+, بدنا نبعد عن ال OH-, tout ce qui est positif, ion positif ou ion négatif. Dans le cas d'un ion négatif, ça met anion. Dans le cas d'un ion positif, ça met cation. Donc, l'association de ces ions anioniques et cationiques forme ce qu'on appelle le sel minéral, tel que le NaCl. Là, NaCl, à la base, c'est Na plus Cl-. Donc, le cation, il est le Na+, l'anion, c'est Cl-. L'association du anion Cl- avec le cation Na+, donne le sel minéral qui est le NaCl. OK? Donc, le NaCl, c'est un sel minéral. Les sels minéraux se dissolvent dans l'eau, donc elle peut se dissoudre et se dissocient en ions, donc il peut former des atomes ioniques. Ce sont alors des électrolytes, ce qu'on appelle les électrolytes, pardon. Un des cations Na+, K+, Ca2+, Mg2+, et anion Cl-, SO4-, COH3-, CO3H-, NO3-, PO4H2-. Voilà, donc voilà quelques exemples de certains anions et de certains cations qui, lors de leur association, forment les sels minéraux. Le sel minéraux joue un rôle vital dans la cellule et dans l'organisme et leurs rôles sont considérables. Les sels minéraux مش كتير abondants dans la cellule, يعني هن مش كتير représentés dans la cellule, mais ils sont très importants pour l'organisme vivant. Ils sont même indispensables pour la cellule vivante. ما معناتها انه هن لانهم مش كتير موجودين او موجودين باقل اهميه عن الموليكول اورجانيك انه هن السيل مينيرو منهم مهمين. هن كتير مهمين بس هن موجودين باقل quantité que les molécules organiques, si vous voulez. Ils jouent un rôle vital يعني pour la vie, يعني s'ils sont absents, il n'y aurait plus la vie. Ils jouent un rôle vital dans les cellules et dans l'organisme et leurs rôles sont considérables. À titre d'exemple, le fer ionisé, par exemple, le Fe, الحديد, le Fe2+. أنتم بتعرفوا إنه le Fe2+, il rentre dans la composition de l'hémoglobine. تعرفوا l'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène dans l'organisme humain. نحن نعرف انه دمنا بينتقل الاكسجين ومش الدم c'est l'hémoglobine, ce sont des protéines qui en fait
transporte l'oxygène. C'est pas que ça, c'est l'hémoglobine associée avec du fer qui transporte l'oxygène. OK? إذا ما عندي fer على l'hémoglobine, elle n'est pas capable de transporter l'oxygène. Elle ne sera plus fonctionnelle إذا ما عندي أنا fer على l'hémoglobine. Donc, وإذا ما عندي oxygène بالجسم بنموت يعني. En fait, comme quoi, c'est un vrai exemple comme quoi le fer, il est indispensable. C'est un ion, c'est un sel minéral, mais qui est indispensable pour la vie humaine. Le zinc, le cuivre, par exemple, ils sont très indispensables pour certaines réactions enzymatiques quand même. Il y a certains enzymes dans l'organisme et s'ils veulent catalyser une réaction ou s'ils veulent cliver un substrat, ils ont besoin du zinc, ils ont besoin du cuivre. Et s'il n'y a pas ce clivage, il n'y aurait pas une bonne fonction de l'organisme. Donc, le zinc et le cuivre sont également des ions qui sont indispensables à la vie. Les sels minéraux existent sous deux formes. Les sels minéraux existent sous deux formes, la forme peu ou pas soluble et la forme soluble. هلا أنا قلت أول شيء إنه هن solubles dans l'eau, ok, mais pas tous. Hein. Il y a certains sels minéraux qui ne sont pas solubles dans l'eau et il y a certains solubles qui sont peu solubles dans l'eau et il y a d'autres qui sont solubles dans l'eau. Donc, برجع بعيد هون أنا قلت les sels minéraux se dissolvent dans l'eau, mais pas tous. Hein. Il y en a certains qui ne sont pas solubles, certains d'autres qui sont peu solubles et les autres sont solubles. OK? Et donc là, j'ai terminé avec les molécules organiques. Vous voyez, donc les molécules organiques, les molécules inorganiques ici, minérales, c'est le minéraux. Le gaz respiratoire O2 et CO2, je ne vais pas en parler. بحكي بس مي وسيل مينرال اللي هن هلا حكيت عنهم وخلصتهم. Donc c'est une partie qui n'est pas assez importante. dans le cours يعني بس هي كتير importante pour la vie hein, بس انه مناش كبيره بالكور تبعنا. هلا la fois prochaine je vais passer aux molécules organiques et dans ce cas-là je vais parler de toutes les molécules organiques que ce soit les protéines, les glucides et lipides et là ça va prendre un peu plus de temps parce qu'ils sont plus développés dans le cours que les molécules inorganiques. اوكي يلا هلا هذا الكور حاطط لكم اياه انا على الكلاس روم وبنتلاقى اذا الله راد بكره بالزوم كرمال كيستيون ريبونس اوكي chacun regarde son programme عندي اياكم يمكن انا ماردي une séance وعندي الفندردي 2 séances بعتقد هيك toutes les séances c'est l'après-midi avec vous une séance 1 heure de Zoom en communication avec vous donc préparez vos questions, préparez-vous bien et pour que je réponde aux questions. OK? Yalla, courage.